Guillaume Toublan nous a rejoint, directeur général France 2 IT Digital, l'Institut européen d'innovation technologique qui contribue à la création et à la croissance aujourd'hui internationale de start-up deep tech européennes. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. Alors vous avez récemment lancé le IT Digital Challenge destiné spécialement à la scale-up deep tech digital et vous venez de publier une tribune, le paradoxe international des start-up deep tech digital. Alors d'abord, c'est quoi une deep tech digitale ? Une deep tech, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. On en parlait, des acteurs comme BPI France ont beaucoup contribué pour ça. La deep tech, c'est des innovations qui s'appuient sur des travaux scientifiques poussés, des technologies assez développées, qui prennent souvent du temps de développement en laboratoire, dans les universités, dans les labos de recherche. Chez EIT Digital, c'est notre ADN, c'est ce qu'on essaye de soutenir depuis les 10 ans que nous avons été créés, de soutenir justement cette deep tech qui a souvent du mal à franchir les barrières du laboratoire pour aller sur le marché. Donc c'est ce que nous contribuons à essayer de démarrer. Et digital ? Digital, on se positionne justement sur toutes les technologies, toutes les applications numériques de la deep tech, parce que dans la deep tech, il y a de la biotech, il y a de la médecine, il y a tout ça. Nous, on va être plutôt sur la partie intelligence artificielle, cybersécurité, jumeaux numériques, etc. Enfin, toutes ces technologies. Et alors, est-ce que les startups de la deep tech digitale, elles manquent d'ambition internationale ? Mais depuis 10 ans qu'on accompagne ces entreprises, moi j'ai fait le constat, j'ai été assez surpris de voir que tous ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes chercheurs qui ont été élevés dans l'international, qui ont fait leurs recherches, qui ont fait leurs études internationales, quand ils créent leur entreprise, bien souvent l'international n'arrive qu'en étape 2. Ils la créent d'abord dans leur pays d'origine. C'est assez étonnant, puisque quand on réfléchit à la deep tech aujourd'hui s'attaque à des sujets qui sont des sujets majeurs du 21e siècle. La santé, l'environnement. On connaît tous les applications de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats des radios, par exemple l'analyse des radios, pour améliorer la transition énergétique. Et on a plein d'exemples d'entreprises chez nous qui font ça. Donc ça ne se limite pas à la frontière franco-française ou d'un n'importe quel pays européen. Et donc ça, c'est un premier constat qui est assez... Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi il n'y a pas de projection dans cette stratégie de développement ? Alors on pourrait penser que c'est une question d'argent. On pourrait penser que quand on lance une entreprise, pour des raisons financières, on se limite d'abord à son territoire, à quelque chose qu'on connaît. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Il y a un plan deep tech maintenant. Voilà, le plan deep tech. Quand on regarde les investissements sur les 5 dernières années sur la deep tech en Europe, c'est 36 milliards d'euros qui ont été injectés par des investisseurs. De plus en plus d'investisseurs étrangers viennent aujourd'hui en Europe pour investir. Donc l'argent n'est pas un problème. Quelles sont les spécificités aujourd'hui d'une deep tech digitale dans son développement, dans ses besoins, qu'elle pourrait retrouver en allant à l'international, particulièrement sur le territoire européen ? En fait, une deep tech va souvent, c'est une innovation de rupture, une technologie de rupture qui va bousculer des nouveaux usages, qui va bousculer parfois une réglementation aussi en Europe, qui n'est pas toujours là. Quand on pense par exemple aux véhicules autonomes, par exemple, la réglementation est très différente. Et donc l'intérêt d'être dans plusieurs pays, c'est de tester en permanence différents. Dans le nord de l'Europe, par exemple, les gens sont beaucoup plus ouverts aux technologies de véhicules autonomes, beaucoup plus, même les gouvernements sont très ouverts à ça, beaucoup moins en France, dans d'autres pays. C'est des choses qui évoluent. Et donc le fait d'être présent sur plusieurs territoires permet de saisir le bon moment de développement dans le pays qui va s'ouvrir le premier. Et puis aussi, quelque part, de bouger un peu la réglementation aussi au sein de ces différents pays, puisque, on le sait bien, les entrepreneurs, les innovateurs sont ceux qui font bouger les lignes et qui, grâce à leurs travaux de développement technologique, mais aussi de lobbying, vont permettre au gouvernement de se rendre compte de l'importance de tel ou tel secteur. Oui, l'idée, c'est aussi de se montrer. Alors, vous avez travaillé, vous êtes membre de jury de sélection start-up et de projets innovants, par exemple, dans les groupes du CAC 40. Donc l'idée, c'est aussi de se montrer auprès de ces entreprises-là. Oui. Quel regard elles portent sur ces startups deep tech qui ont du mal à éclore ? Alors, je pense que justement, le regard est bien meilleur qu'il n'était il y a quelques années.
Je pense qu'aujourd'hui, la culture start-up, toute la communication qui est faite autour des start-up, forcément, les grands groupes n'y sont pas indifférents, hein. Et donc, les grands groupes aujourd'hui sont des sociétés qui sont challengées dans leur business model, qui ont besoin de justement toutes ces start-up. Bien souvent, elles viennent nous voir en nous disant, nous, on est intéressés pour travailler avec des acteurs européens, quand il s'agit de travailler sur de la sécurité, sur des choses un peu sensibles, sur des données, etc. Ils préfèrent travailler avec des entreprises européennes. Donc il faut faire l'intermédiaire. Exactement. C'est ce que vous faites, parce que les entreprises ne sortent pas de leur territoire, de leur cocon, j'allais dire, donc vous êtes obligé de faire l'intermédiaire. Ça aussi, c'est un deuxième étonnement de ma part. Moi, j'ai un passé dans un très grand groupe, et c'est que malgré, quand on prend les groupes du CAC 40, ils font 70% de leur CA à l'international, ils ont 2/3 de leurs effectifs à l'étranger, et pourtant, quand on regarde les relations qu'ils ont avec les startups, les détections de startups potentielles pour leur business, c'est très focalisé sur leur siège social. Ça, c'est aussi c'est assez étonnant quand on y réfléchit. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais je pense que c'est une rencontre en fait à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut sortir peut-être ces entreprises-là de leur siège social, ce que vous disiez. Mais d'abord, les startups doivent aller s'internationaliser. Exactement. Et je pense qu'il y a un troisième acteur qui est important, c'est évidemment les investisseurs, hein. Ça aussi, c'est le troisième constat que j'ai fait aussi, que nous faisons au sein de IT Digital, en parlant à ces différents investisseurs avec qui on est en relation. On a un accélérateur de start-up, hein, donc on est en contact avec 300 VC partout en Europe qui investissent sur des séries A chez nous, dans des startups qu'on accompagne. Ce que je remarque, c'est que tous ces grands acteurs, en dehors des très très grands, tous ceux qui sont dans le haut du panier, les grands noms qu'on connaît bien, mais en dehors de cela, beaucoup me disent finalement 80% de mes investissements sont dans mon pays, sont en France pour les Français, en Allemagne pour les Allemands, etc. Ce qui est assez étonnant aussi quand on y réfléchit aujourd'hui, à l'heure où Emmanuel Macron s'apprête à défendre un plan Scale Up Europe pour justement promouvoir le développement d'entreprises technologiques européennes. Je sens vraiment qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit cette tribune, parce que je pense que moi je rencontre énormément de jeunes entrepreneurs, de jeunes chercheurs qui cherchent à se développer, à porter les valeurs européennes. Néanmoins, ce que je leur dis souvent, c'est que créer une start-up, c'est génial. Créer une start-up pan-européenne dès le premier jour, c'est vraiment mieux en fait. C'est vraiment ça qu'il faut faire, parce que c'est là qu'on a vraiment tout à gagner. Alors, ce sera le mot de la fin. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que l'État a sa forme de responsabilité dans ce manque d'ambition de la deep tech digitale française ? Moi, je pense que justement des initiatives comme Scale Up Europe sont des initiatives qui sont formidables, qui sont très très bonnes pour l'entrepreneuriat. Tout ce qui va pouvoir pousser justement ces entreprises vers une croissance internationale. Et donc cette culture un petit peu chétive ne vient pas Je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque quand on regarde ce qui se fait depuis quelques années, il y a un soutien colossal pour la création de start-up, et aujourd'hui pour justement l'accélération de ces start-up. On y contribue, et je suis ravi de voir que des gouvernements européens se saisissent de ce genre de sujet, puisqu'on a vu le progrès considérable sur ces 5 dernières années du lancement des startups, et de pousser aussi par des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont cette ambition d'aller pour créer ces fameuses sociétés de 100 milliards au niveau européen. Donc j'espère qu'on va les voir arriver bientôt en Europe. Merci beaucoup Guillaume Toublan, directeur général France de IT Digital, d'être venu sur ce plateau. On poursuit quant à nous, car c'est l'heure du talk.